Dieu. Donc, lorsque je parle des laïcisations de Perse, je me réfère à ces processus qui a extrait de Perse un savoir technique, le savoir technique de la sémiotique, mais sans plus le mettre en référence avec ces cadres cosmologiques qui en fait étaient la nécessité primaire de Perse. Perse était un grand philosophe avant d'être un grand sémioticien. En fait, il a créé la sémiotique parce qu'il voulait répondre à des questions que tous les hommes depuis toujours se posent, sur la signification, sur l'essence de notre existence à tous. Et donc c'est pour cela que je dis que négliger cette dimension de la pensée de Perse est en quelque sorte partielle. Donc je ne me réfère pas tellement au problème politique de la laïcité, sur lequel je ne suis pas spécialisé, mais au contraire, oui, je me réfère au problème de la laïcisation de certaines pensées sémiotiques et philosophiques qu'il faudrait, à mon avis, revoir. C'est-à-dire il faudrait, même avec des outils philologiques, replacer la sémiotique de Perse aussi dans son contexte culturel, qui était un contexte très intéressé au problème de l'interprétation du problème religieux. Et de l'autre côté, vous avez la naissance de la sémiologie avec Ferdinand de Saussure. Alors, on pourrait dire que Ferdinand de Saussure, c'est au contraire quelqu'un qui essaye de construire une perspective tout à fait scientifique sur la langue. Mais là aussi, si on réfléchit bien, il y a des présupposés qui sont des présupposés religieux. C'est-à-dire, moi, je formule depuis toujours l'hypothèse que la conception protestante du sens a été centrale dans le développement de l'idée moderne de sémiologie, qui est fondée sur cette conception d'un signifiant qu'on puisse séparer de son signifié. Alors maintenant, on considère cette idée comme une idée tout à fait fondatrice de la sémiotique. Mais dans plusieurs religions, aussi bien que dans plusieurs traditions culturelles, cette séparabilité, cette possibilité de séparer les signifiants du signifié n'est pas centrale et au contraire n'est même pas admise. La possibilité, par exemple, de traduire un texte sacré dans une autre langue. Bon, c'est une conséquence de la modernité, c'est quelque chose qu'on accepte comme naturel dans la conception moderne du signe, qui était aussi la conception de Ferdinand de Saussure. Mais de l'autre côté, il y a une conception alternative pour laquelle les signifiants et les signifiés sont en quelque sorte indétachables. Quelque chose qu'on ne peut pas vraiment séparer. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut en même temps travailler avec la sémiotique comme outil, mais développer une sorte de méta-sémiotique. Il faut être conscient que toute méthodologie qu'on adopte, y compris la sémiotique, a une histoire, a des racines historiques et aussi des racines idéologiques. Donc, il n'y a aucune méthodologie qui soit parfaitement neutre et qui puisse traverser l'histoire sans être contaminée aussi par des contextes idéologiques, historiques, culturels, etc. Donc c'est ça, c'est cette attitude qui est un peu paradoxale qu'il faut garder. Continuer de travailler avec la sémiotique tout en sachant que la sémiotique est telle qu'elle est parce qu'elle vient d'une histoire culturelle précise. Merci. Je ne vais pas répondre, mais je crois que j'ai un autre élément de réponse plus intéressant. Parce que demain, il y a Tarek Orta qui prépare une thèse sur la mobilisation de la thématique religieuse dans la communication de Tariq Ramadan. Je crois forcément qu'il pourra vous dire plein de choses sur la conception de la laïcité chez Tariq Ramadan. Voilà. Donc je donne la parole au professeur Bari. Merci. Effectivement, c'est dense et assez riche. Et nous en ambitions sur la seconde minute, nous commençons maintenant à connaître, que les étudiants commencent à connaître, l'ensemble de conférences qu'il va donner à l'Université de Vilnius.
Et c'est pour cela que ce n'est pas une question en fait, que je pose, je rapporte une infinitude qui revient souvent dans les discours des étudiants concernant d'abord donc je disais que c'est une question qui revient souvent, c'est un tracas qui revient souvent dans les discours des étudiants concernant d'abord le rapport entre la sémiotique et les autres disciplines. C'est très bien que toutes les disciplines, vous avez cité l'herméneutique, la philologie, etc., et les autres, ont chacune son appareillage et son outil d'explication. Et donc, nous disons que la sémiotique essaie de faire coordonner tout cela. La question qui revient, c'est est-ce qu'on peut considérer que la sémiotique propose un outillage d'explication beaucoup plus raffiné et beaucoup plus détaillé que ce qui existe dans les autres disciplines, ou alors s'agit-il d'un essai de je ne vais pas jusqu'à dire l'impérialisme, le mot qui a été lâché par M. Benoncé, mais on peut aller parfois jusqu'à penser la chose suivante: est-ce que la sémiotique ne prend pas consciemment ou inconsciemment la place de la philosophie ou de la phénoménologie? Et la deuxième remarque qui découle de celle-ci concernant la sémiotique de la religion, j'aimerais bien mettre le lien avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Je veux parler de la radicalisation de certaines personnes, parce que la sémiotique, c'est quelque chose aussi qui touche notre quotidien. On peut se demander dans quelle mesure l'étude linguistique, l'explication linguistique du texte religieux aura un rôle à jouer pour combattre justement cette radicalisation. Et je fais le lien avec ce que vous avez présenté, M. Lyonnais, en disant que la sémiotique cherche plutôt une explication en proposant des charpentes assez compliquées et complexes. N'a-t-on pas besoin aujourd'hui plutôt d'une explication beaucoup plus simple, voire même simpliste du texte religieux, pour pouvoir justement mettre le lien avec le comportement quotidien afin de simplifier la perception et la traduction du texte religieux sur le comportement de tous les jours. Merci. Oui, c'est des questions tout à fait, en fait, des commentaires tout à fait centraux. Je vous en remercie beaucoup. C'est en fait un aspect de ma recherche qui est au centre de mes préoccupations à présent. Alors, moi, je suis arrivé à la conclusion, après avoir réfléchi beaucoup sur la sémiotique, mais aussi sur des autres disciplines que j'ai pratiquées, j'ai appris pendant ma carrière, que ce qui est important dans une méthode n'est pas la méthode en soi. Ce qui est important dans une méthode, c'est le fait d'être partagé par une communauté. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir développer un regard qui n'est pas objectif, qui n'est pas subjectif, mais qui est intersubjectif par rapport au sens. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode? La méthode, c'est quelque chose qui crée un espace, qui est un espace aussi social, qui nous permet de parler ensemble dans certains textes, de parler ensemble du sens dans certains textes, de créer ce qu'Umberto Eco appelait une communauté d'interprètes. Alors, c'est pour cela que je suis contre ceux qui disent aujourd'hui que la méthode n'est pas importante. La méthode n'est pas importante en soi, mais elle est importante dans la mesure dans laquelle elle nous permet de créer cet espace commun dans lequel, c'est un espace un peu habermasien si vous voulez, dans lequel nous pouvons reconnaître l'un la parole des autres.
Donc nous pouvons utiliser la sémiotique, nous pouvons utiliser la herméneutique. Ce qui est important, c'est que nous retrouvons cet espace où parler ensemble et où donner de la légitimité aussi à la parole de l'autre. Alors ça, c'est important dans les dialogues entre les disciplines, parce que la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est une tendance, je dirais, non pas communautaire, mais immunitaire. C'est une tendance vers la immunité, c'est-à-dire la séparation. On sépare les pays avec les frontières physiques, on sépare les disciplines qui jadis essayaient d'entrer dans un dialogue. Donc la tendance sociale et culturelle qui prédomine aujourd'hui, c'est plutôt vers l'immunisation des disciplines, l'immunisation des communautés ethniques, des communautés religieuses, des langues, etc. La sémiotique va contre tout cela. C'est une discipline qui est née dans un moment de l'histoire où, au contraire, c'est les années 60, on cherchait la communauté, on cherchait le dialogue entre les langues, entre les communautés nationales, entre les religions, entre les disciplines, entre les savoirs, les histoires, entre les genres. Alors il faut retrouver cet espace de vie ensemble, cet espace des paroles ensemble. Et c'est pour cela que la sémiotique est importante, parce qu'elle nous offre en quelque sorte un métadiscours, un discours méta, qui est compliqué, qui est abstrait, mais disons, si l'on interprète ce caractère abstrait de la sémiotique comme une valeur en soi, là, l'on se trompe. Les discours, la terminologie de la sémiotique doit être abstraite parce qu'elle doit fournir un espace commun à des disciplines différentes. Donc la philosophie, l'herméneutique, les sciences dures, les sciences naturelles doivent pouvoir se reconnaître dans un espace terminologique qui est méta par rapport aux disciplines. Et c'est pour cela que je réponds à votre deuxième question. C'est vrai, ce n'est pas facile de communiquer par la sémiotique, mais le même effort de création d'un espace intersubjectif, de communication, de partage, de dialogue entre disciplines, on doit le trouver aujourd'hui entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, entre ceux qui croient dans l'interprétation des textes religieux et ceux qui, au contraire, pensent que les textes religieux ne peuvent pas être interprétés. Donc, il faut bâtir un espace dans lequel on puisse parvenir à parler même avec ceux qui, à l'apparence, ont des opinions tout à fait radicalement opposées par rapport aux nôtres. Et pour cela, il faut un effort d'imagination et aussi d'abstraction. Quelle est l'origine du mot communauté ? Le mot communauté dérive du mot latin communitas, qui contient dans son sein le mot latin munus, qui signifie cadeau. Alors, lorsqu'on forme une communauté, on fait cadeau d'une partie de sa propre individualité, parce que ce qui est important, c'est de mettre ensemble son identité dans la communauté. Au contraire, ce qui arrive dans l'immunisation, dans l'immunité, c'est exactement cette incapacité à faire cadeau de sa propre identité, de se renfermer dans sa propre identité, de ne pas construire ces discours de cohabitation, d'échange intersubjectif. Alors, moi je dirais que la sémiotique du futur doit être utilisée, comme Umberto Eco l'a enseigné, non pas pour démanteler celle interprétation, mais justement pour créer un nouvel espace de dialogue où des interprétations différentes puissent dialoguer et, si possible, atteindre aussi une négociation, un point qui ne sera jamais un point final, mais qui doit de toute façon se développer selon un chemin non pas le chemin de la rationalité, mais du raisonnable, comme disait Umberto Eco. Donc la sémiotique, c'est un espace des paroles plus qu'une méthode. Toute méthode, à mon avis, c'est plutôt un espace des paroles que nous ouvrons avec d'autres chercheurs. Donc si nous la protégeons comme quelque chose qui nous sépare des autres, notre méthode contre la méthode de quelqu'un d'autre, alors notre méthode ne sert pas. Parce que le but d'une méthodologie, c'est exactement le contraire, c'est de nous faire parler avec d'autres chercheurs avec qui on partage le même métadiscours.
j'ai une question. J'ai des remarques, des questions. Une remarque. La première, c'est que, d'abord, un préambule, André Malraux a prophétisé, a dit que le XXIe siècle serait le siècle de la religion. Deux, de la spiritualité plutôt. Ah, De la spiritualité plutôt. il a même parlé de religion. On a prévu. Oui, bien sûr. Cette idée. D'ailleurs, on sait la présence culturelle de Malraux, donc écrivain et puis encore politicien. Ensuite, pour parler de Peirce et de Saussure, il faudrait s'écarter peut-être un peu de la sémiotique et aller les voir dans l'épistémologie. Peirce, on le connaît, il est toujours concret. On n'a jamais voulu lui donner la chaire à l'université, on n'a jamais. Alors, Peirce, c'était un anti-positiviste et il ne pouvait pas passer. Alors que Saussure, il était dans le positivisme européen, donc il a passé, il était présent. Et je pense que jusqu'à maintenant, la présence de Peirce ne sera pas confirmée s'il n'est pas étudié par des personnes qui ont un arrière-fond religieux. Pour le comprendre, je pense qu'il faudrait faire un recul. Seconde aussi à diriger un travail sur la sémiotique des antiurbanés. Je pense que c'était l'occasion de passer de ces antiurbanés vers Peirce. M. Rossi aussi a travaillé sur l'iconographie, et là je viens à ma deuxième remarque, c'est que le mot iconologie a été prononcé dans votre conférence une seule fois, alors que sémiotique sans icône, normalement ça ne dirait rien. Et puis vous avez parlé de symbole religieux une seule fois encore. Symbole religieux. Ah oui. Symbole religieux une seule fois et iconologie une seule fois, alors que toute la conférence parlait de discours écrits, textuels, qu'ils soient dans cette religion ou dans cette autre. Alors normalement, il y a beaucoup à faire dans cette sémiotique de la religion en s'intéressant aux rituels, en s'intéressant aux rites, en s'intéressant aux vêtements. Parce qu'au niveau sémiotique, rites, rituels, vêtements, comportements, ce sont des systèmes. Ils sont construits avec une profondeur telle que jusqu'à maintenant, on ne pourrait pas vraiment voir est-ce qu'il y a quelque chose de mieux. Et je pense, vous avez cité les sémiotiques, vous avez cité aussi la sociosémiotique. Alors, je suis en train de travailler sur quelque chose qui est la sociologie, qui normalement essaie de voir, de partir un peu du système et de son éconicité, de sa descriptivité, et non pas de sa narrativité, mais de sa descriptivité, pour essayer de voir comment on peut aller vers cette compréhension. Et M. Bali l'a dit, on parle un peu maintenant de cette radicalisation. La radicalisation, c'est une sorte de se trouver soi-même, de montrer son système. Et donc, système face à système, normalement, la sémiotique de la religion a plutôt intérêt à essayer de s'écarter un peu du texte et d'aller voir vers ce qui est icône, dans le sens de Peirce, pour essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui pousse l'humain à être et à être dans le futur, puisque vous parlez de sémiotique de futur. Merci. Merci. Je vous remercie. Hein? Donc je vous remercie beaucoup pour ces remarques qui sont tout à fait fondamentales. Ce que vous dites sur la prophétie du siècle de la religion, en fait ce n'est pas une prophétie parce que si on réfléchit bien, l'espace et les temps de l'espèce humaine qui ont été, disons, évacués, desquels on a évacué la religiosité et le sacré, sont une partie infime de l'histoire de l'espace humain. Donc, l'histoire de l'humanité a été une histoire religieuse. L'espace humain est de façon prédominante l'espace religieux.
C'est une expérience assez récente, celle de la tentative d'éliminer ou bien de limiter la présence de la religion dans la vie humaine. C'est un phénomène qui concerne au contraire toutes les anthropologies humaines et toute l'histoire de l'humanité. Donc la religion était toujours un objet fondamental de toute discipline sociale ou anthropologique. En ce qui concerne l'attention vis-à-vis de l'icône ou de la ritualité ou de la gestualité, vous avez tout à fait raison, dans le sens que la première sémiologie, non seulement la sémiologie de la religion, mais aussi la sémiologie du cinéma, par exemple. Alors, il essayait de reporter, d'appliquer certains échafaudages, certaines charpentes qu'on avait créées pour l'étude des textes verbaux sur l'analyse d'autres phénomènes qui n'appartenaient pas foncièrement au langage verbal, et dans plusieurs cas, comme dans les cas de la sémiotique de la religion, on s'est concentré surtout sur des textes verbaux, sur le discours verbal, sur les signes langagiers. Cela ne veut pas dire que ces signes, ces textes, ces discours soient l'objet le plus important de la sémiotique de la religion. Au contraire, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, il y a peut-être une majorité de religions au monde dans lesquelles le texte le texte verbal n'est pas aussi important que cela. Donc, d'un côté, cela se doit au fait que ce premier développement de la sémiotique de la religion était inspiré essentiellement par des chercheurs qui avaient une connaissance des religions du livre, donc judaïsme, islam, christianisme, donc ils s'est concentré sur le texte écrit. Et donc, disons, l'appartenance ou bien la culture religieuse des chercheurs, mais aussi la culture méthodologique, parce qu'à l'époque, la sémiologie se voyait comme une sorte d'expansion, d'application des concepts, des outils qu'on avait développés dans la linguistique structurale. Aujourd'hui, la sémiotique de la religion doit absolument s'efforger des instruments pour comprendre et étudier les phénomènes que vous avez mentionnés, c'est-à-dire les rituels, les pratiques, même des phénomènes qu'apparemment ne sembleraient pas inscrits, qu'on ne pourrait pas apparemment inscrire à la dimension religieuse, mais où on peut au contraire voir sous-jacente une sorte de spiritualité. En même temps, en faisant cette opération, on ne doit pas oublier les racines, disons, techniques de la sémiotique. C'est-à-dire, connaître la linguistique structurale est important, même si on commence à s'intéresser à des phénomènes qui ne sont pas forcément des textes verbaux ou des signes verbaux. Notre connaissance à travers la linguistique structurale ou d'autres branches de la linguistique du fonctionnement du langage verbal est encore peut-être la connaissance la plus riche qui était atteinte par les sciences humaines en dehors, disons, des sciences naturelles. La linguistique, c'est un exemple, un modèle pour les autres disciplines. Donc, il faut s'intéresser aux rituels, aux icônes, aux symboles, etc. Il faut développer des instruments qui soient pertinents pour ces nouveaux objets de la sémiotique de la religion, mais il faut garder toujours à la linguistique comme un modèle de connaissance aussi rationnelle, vérifiable ou falsifiable de la réalité sociale. Et vous aviez aussi une dernière remarque que j'ai oubliée. Ah oui, oui. Alors Peirce, il avait une histoire personnelle assez, disons, troublée, difficile. Il était en fait dans une position excellente pour avoir une carrière académique brillante. Son père, il était l'un des universitaires, des académiciens les plus connus aux États-Unis. Il était brillantissime, il était très intelligent, il était versé dans toutes les disciplines. Il avait, on dit, les mauvaises langues disent qu'il avait un caractère terrible, et donc il n'avait pas de bonnes relations avec les collègues. Il a eu la possibilité d'obtenir uniquement une
une position académique à Johns Hopkins University. Et après, il fut viré dans des situations un peu troublantes parce qu'il s'était uni à un mariage avec une femme qui était d'origine gitane. Donc, bon, c'était une histoire un peu. Et de toute façon, au-delà de ces aspects contingents, probablement Peirce n'obtint pas une véritable chaire académique parce que sa pensée était trop nouvelle, était trop révolutionnaire. Il croisait trop de disciplines. C'est pour ça que lorsqu'on souffre en tant que sémiticien, on doit se souvenir que notre fondateur aussi y a souffert beaucoup. C'est une petite parenthèse. Schopenhauer était pire et pourtant il avait une chance mieux que pire. Oui. Donc ça veut dire que c'est plutôt sa religiosité. Tu as creusé, donc à suivre. Merci. D'autres questions? Oui, pareil. Je voudrais tout d'abord remercier M. Léoné pour sa présentation. Et je voudrais revenir sur votre conclusion. Vous avez fait une proposition un petit peu défaitiste. C'est-à-dire, vous nous avez proposé un binarisme un petit peu au bord glissant. C'est-à-dire, soit comprendre la religion, soit s'abandonner à l'ignorance du sens. Est-ce qu'il n'y a pas une autre piste à suivre, une troisième piste? Est-ce qu'il y a seulement, parce que la sémiotique généralement elle déteste les binarismes, c'est-à-dire le oui et le non, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes à suivre? Parce que d'après ce que j'ai compris, la sémiotique, vous la présentez comme une religion, et il faut y croire pour la pratiquer. Donc, est-ce qu'il y a une autre piste à explorer? Oui, ça c'est une question très difficile, vraiment très difficile, mais centrale, vous avez raison. Il y a ce problème-là qui a été décrit depuis au moins les années 60 à l'anthropologie par quelqu'un comme Pike, par exemple, la position éthique et la position énique dans l'étude des cultures, non seulement les cultures religieuses, mais à l'anthropologie en général. Alors, soit l'on se place à l'intérieur d'une communauté et l'on devient un membre de cette communauté-là, et l'on ressent ce que les membres de cette communauté ressentent, et donc du coup on abandonne, on perd la distance du regard de l'anthropologue par rapport au phénomène qu'on analyse, soit on se place à l'extérieur et alors du coup on décrit ce qu'on voit, les sens, les expériences, les rituels, etc., parfois avec des charpentes, des cadres qui viennent d'un ailleurs, qui n'a aucun sens par rapport à ces contextes précis. Donc, si vous voulez, le choix, c'est entre un effort de compréhension et un effort d'empathie. Alors, est-ce qu'on peut à la fois comprendre et sentir l'autre? Est-ce qu'on peut développer une empathie vis-à-vis de l'autre et comprendre l'essence de l'autre? Alors, la sémiotique, dans sa tradition, a plutôt tendance à vouloir comprendre de l'extérieur et à vouloir aussi projeter souvent sur le phénomène qui fait l'objet de l'investigation un cadre de compréhension assez rigide. Alors ça, on peut l'accepter jusqu'à un certain point lorsqu'on essaye d'analyser un texte littéraire, quoique il y a des problèmes là aussi. Mais lorsqu'on essaye de comprendre un phénomène religieux, une pratique religieuse, un comportement, une prière par exemple, essayez par exemple de comprendre la prière par la sémiotique. Alors la sémiotique nous dira qu'on peut analyser la prière en disant qu'elle s'est déformée par un système de corps, de gestuels, de verbaux, etc. Mais tous qui prient savent que la prière n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus. Alors, il y a une autre solution, mais on ne la trouve pas, à mon avis, dans la sémiotique uniquement textuelle. On la trouve dans une sémiotique des cultures. Alors, on doit, comme a fait par exemple Lotman en Russie, en Estonie, on doit analyser une culture religieuse dans sa complexité pour essayer de comprendre ce qu'il s'est prié dans cette culture religieuse. Donc, je crois qu'il y a une solution, mais comme toutes les solutions, disons, qui essayent d'atteindre un niveau plus élevé d'exactitude, est une solution complexe. Donc, il ne s'agit plus de
se borner à une analyse mécanique, systématique, par exemple, d'une occurrence de prière. Il faut considérer la prière dans le contexte d'une culture religieuse dans son ensemble, pour essayer de savoir ce que c'est. Donc il faut une tension entre ces deux dimensions, et une tension qui peut devenir très productrice, très féconde, surtout si on élargit les focus de l'emphase de la sémiotique, non pas en analysant des phénomènes, des textes, des discours ponctuels, mais en essayant de comprendre les cultures dans leur généralité. Bien sûr, c'est une opération très difficile, mais ça, c'est, je crois, la voie. Bien, donc merci. Il y a d'autres questions? Non, j'ai une question. Professeur Fontana, oui. En fait, ce matin, on a eu une autre conférence sur la traduction. Donc, ce qui m'a interpellée là, en ce moment, parlons de la sémiotique, c'est son champ interdisciplinaire. Je me demande, pour être un bon traducteur, il faut être un bon sémioticien. Est-ce que, étant donné tout le travail qui nécessite, le matériel qui nécessite un traducteur, donc je voulais savoir la relation entre la traduction et la sémiotique. Est-ce qu'il y a vraiment une très forte... Moi je le crois, mais vous pouvez encore me dire plus peut-être. Oui, je remercie beaucoup. En fait, je suis personnellement très passionné par les études de la traductologie, par les problèmes de la traduction, les pratiques de la traduction. Je trouve que, il y a une attention depuis toujours de la sémiotique par rapport aux problèmes de la traduction. À partir de l'essai de Roman Jakobson des années 50, qui parlait des trois types de traductions et qui mentionnait aussi la traduction intersémiotique. Après, il y a eu de véritables écoles de sémiotique et de la traduction. Umberto Eco a écrit un livre majeur sur la sémiotique et la traduction qui s'intitule « Dire presque la même chose ». Et il y a des collègues en Italie, en France, en Grèce, au Maroc, etc., qui s'occupent beaucoup de la traduction. Donc, je trouve que la sémiotique peut suggérer aux études de traductologie encore une fois, ne pas se borner exclusivement aux problèmes locaux de la traduction, mais avoir des problèmes de traduction interculturelle qui se cachent derrière les problèmes locaux des traductions. Un autre chercheur majeur de sémiotique et de la traduction est Peter Torop, qui est un collègue de l'université de Tartu, qui parle des traductions totales, justement pour signaler le fait que traduire entre deux langues, c'est toujours traduire entre deux cultures. J'ajouterais de toute façon que c'est vrai, la sémiotique peut servir beaucoup à la traductologie, aux traducteurs, aux interprètes, mais les interprètes, les traducteurs de la traductologie peuvent servir beaucoup à la sémiotique, c'est-à-dire les exemples les plus efficaces que j'utilise avec mes étudiants sur les problèmes de la communication interculturelle, du passage d'un code à l'autre, etc., dérivent non seulement de l'étude théorique de la traduction, mais aussi de sa pratique. Donc c'est en pratiquant aussi la traduction qu'on rencontre, qu'on est face à des problèmes, on est confronté à des problèmes qui peuvent devenir, qui doivent devenir des problèmes majeurs pour la sémiotique contemporaine. Donc je vous révèle qu'à partir du mois d'octobre, je serai professeur invité dans un centre de recherche de l'Université de Vienne, en Autriche, et tous les projets de recherche de tous les chercheurs qui seront invités pendant 5 mois à Vienne concernera justement les problèmes culturels de la traduction. Donc c'est quelque chose qui occupe les esprits de plusieurs chercheurs aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre question. Merci. D'autres questions? Si je puis vous permettre, monsieur le conférencier,
Donc j'ajouterais que la sémiotique d'Umberto Eco est la meilleure sémiotique faite qui puisse rendre un service au problème de la traductologie. Parce que c'est une sémiotique de l'interprétation. C'est une sémiotique de l'encyclopédie. Et donc forcément, la dimension culturelle est très présente. Et j'ajouterais aussi que durant toute sa vie, Umberto Eco on a donné une parfaite illustration. Lorsqu'il s'agissait de traduire les romans d'Umberto Eco dans d'autres langues, que ce soit en anglais ou en espagnol ou dans d'autres langues, il était tout le temps au téléphone avec le traducteur pour s'assurer justement que la bonne... Excusez-moi, ma langue, Ouais. c'est pas le français, c'est l'espagnol. Mais vous pouvez parler espagnol. Non, mais je peux me débrouiller. Et c'est des Je crois en que français. Fatima Al-Manoussé faisait la même chose avec les dernières traductions, parce que les premières, elle n'a pas aimé. Donc, elle s'assurait elle-même de la traduction de ces livres. Bien, une ou deux dernières questions. On va lever la séance, mais avant de lever la séance, une toute petite précision, s'il vous plaît. Donc, nous avons rendez-vous demain, encore avec Massimo Leone, à 9h30, qui va nous faire une conférence sur un sujet qui risque de vous passionner, parce qu'il est d'une brûlante actualité et qui concerne des stratégies d'exhibition et d'occultation du visage dans la culture actuellement. Je crois que c'est un sujet qui doit interpeller pas mal de monde. Et surtout, c'est un sujet qui va sûrement te permettre de nous parler davantage sur un autre type de sémiotique, à savoir la sémiotique du corps. Donc demain, rendez-vous à 9h30. Ici même Ici à l'Église Fajoul. Donc je tiens à remercier Massimo Leone, à remercier le public qui est venu nombreux pour ces questions. Et voilà, merci.